Enregistré. Voilà. Du coup, les discussions, comment dire, les commentaires, je ne les verrai que les moments où j'arrête le partage d'écran. Je peux pas faire les deux en même temps. Alors, écran, voilà, tac. Alors, on a fait pas mal de diapos la prochaine fois, donc par exemple, les résultats, on les a tous faits déjà. Hop, et là, pardon. Donc ça, c'est pour me présenter, donc c'est pareil, je l'avais fait sur la première conférence, donc licence biologie, licence fraude biologie des plantes. Et donc, j'applique le côté scientifique de ça pour le bien-être et les agricultures alternatives, la permaculture entre autres. Et pour faire de la reforestation notamment, et ma spécialité, c'est la reforestation par semis. Voilà, donc du coup, j'ai fait beaucoup de woofing et je suis pas mal impliqué dans des associations de reforestation. Il y a il y a des petites choses dont j'ai pas parlé dans la première conférence, donc je vais en parler maintenant. Par exemple, là, il y a le mot biomimétisme ici, là, à gauche. Et en fait, c'est parce que qu'est-ce que c'est le biomimétisme? C'est copier le vivant. Et donc, c'est quelque chose qu'on va faire en permaculture. On regarde comment ça se passe naturellement, et après on copie et on essaye d'amplifier le phénomène naturel. C'est ce qui se passe avec le paillage, avec le BRF par exemple, le BRF, c'est du bois raméal fragmenté, donc c'est du bois braillé qu'on va broyer, qu'on va mettre sur le sol. Et donc le but de tout ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours une couverture sur le sol. Parce que dans la nature, les seuls sols qui ne sont pas couverts, ce sont par exemple les déserts, les terres des agriculteurs et les pentes. Par exemple, dans les Alpes, c'est normal, le sol n'est pas couvert, mais bon, il n'y a rien qui pousse en même temps. Voilà, et donc du coup, comme on a vu que le sol est toujours couvert, et ben en fait, on va faire toujours pareil. On va faire en sorte que le sol soit toujours couvert, soit par un paillage, soit par quelque chose de vivant. Donc dans ce cas-là, ça va être la technique de l'engrais vert, dont on va parler juste après. Et il y a quelque chose dont j'avais pas parlé, c'est qu'on parle souvent de potager, de buts en permaculture. Souvent, on parle pour les particuliers de jardin-forêt, puisque le jardin-forêt, ce sont des plantes soit pérennes, soit qui vont se ressemer toutes seules et qui vont fournir pas beaucoup de légumes ou de matières ou de choses, mais qui vont être autonomes. Le but pour ça, c'est de faire en sorte que dans la forêt, quand j'ai besoin d'ail, bah, j'y vais, il y aura forcément de l'ail des ours, quelque part. Si je veux des fruits, et ben, j'aurai de temps en temps des fruitiers à aller récolter. Mais l'idée du jardin forêt, c'est que c'est un peu l'inverse d'un potager, au sens où un potager, on essaye de faire beaucoup de culture, beaucoup de rendement, mais du coup, il faut y passer pas mal de temps aussi. Le jardin forêt, c'est on met en place les forêts, les arbres, les arbustes et les plantes, et après, on n'a plus qu'à y aller une fois de temps en temps seulement. Voilà, et donc on a parlé de la culture sur but la dernière fois, donc si vous avez des questions là-dessus, je peux répondre, mais sinon, normalement, c'est dans la conférence. Ah, si, voilà. Alors, on n'avait pas fait l'histoire brève de l'agriculture. Et donc ça, j'aime bien le faire. Donc l'image en haut, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est les zones dans lesquelles il y a eu un début d'agriculture, dans lesquelles l'agriculture est née. Et ce qu'on peut observer, bienvenue, on vient de commencer, vous n'avez pas raté grand-chose. Ce qu'on vient euh, comment dire? Ce qu'on voit là, c'est que les zones dans lesquelles il y a l'agriculture qui est née a fait du labour, la civilisation a disparu et les terres sont devenues en grande partie du désert. Et par contre, par exemple, en Amérique du Sud, l'agriculture qui est apparue, c'est plutôt de l'agroforesterie. Ça ressemble pas mal à l'agroforesterie qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils plantent des arbres, ils mettent des maniocs, mais sans retourner le sol, et en profitant de l'ombre des arbres, des grands arbres, de ce qu'il y a déjà sur place.
Et du coup, qu'est-ce qu'on observe? Ben, c'est que les civilisations qui ont fait cette agriculture, elles sont toujours là. C'est ce qu'on appelle les peuples premiers, hein. On a beaucoup à apprendre de ces peuples-là. Ils sont plus heureux que nous, en fait. Et en fait, le sol, la forêt, elle est toujours là aussi. Il y a pas de désert à la place. Contrairement au désert de Gobi ou au désert qu'il y a maintenant dans le croissant fertile, en fait. Voilà, donc ça, c'est pour le début de l'histoire de l'agriculture, c'est le fait de comprendre qu'il y a 2 types d'agriculture qui sont nés, qu'il y en a une qui fout le bordel, c'est-à-dire qui fait des déserts, et qui amène, du coup, sur le long terme des guerres parce que, voilà, il y a plus à bouffer, il faut que les gens, s'en aillent, voilà, ça pose des problèmes. Et il y a, à contrario, cette agriculture qui régénère les sols ou qui au moins le maintient la fertilité du sol. Et donc là, on observe que les civilisations résistent dans le temps et l'agriculture, également résiste dans le temps au sens où le sol, est fertilisé. Voilà, pour l'image en bas à gauche, la question que je pose habituellement, c'est à votre avis, qu'est-ce que c'est? Et donc, là, du coup, les micros sont fermés normalement, donc je vais pas poser la question, enfin, vous allez pas pouvoir répondre plutôt. Et du coup, je pose cette question parce qu'il y a souvent 2 réponses qui émergent. C'est un tracteur et deuxième réponse, c'est un char. Et en fait, effectivement, c'est les 2 en même temps, c'est-à-dire que, hem à la fin de la guerre, 45, l'industrie de la guerre ne savait pas quoi faire de son industrie. Parce que du coup, il y avait plus de débouchés. Autant l'Europe, elle a acheté, tout ce qu'il fallait aux États-Unis, mais bon, voilà, à la fin de la guerre, il y avait plus besoin d'acheter tout ça. Et puis, il y avait un deuxième problème à l'époque, c'est que l'industrie voulait, vendre des trucs aux agriculteurs, alors que les agriculteurs à l'époque, ils étaient autonomes. Ils utilisaient des chevals, ils utilisaient du chanvre, ils utilisaient pas mal de choses qui les rendaient autonomes. Ils utilisaient le fumier des animaux et en gros, c'était des micro-fermes comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire que, entre un tiers et 2 tiers de la production est consommée sur place et le reste est vendu à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut une grande population, qui est dans les fermes, mais de toute façon, on a pas mal de chômage aussi aujourd'hui, donc ce serait faisable également. Toujours est-il que, à l'époque, les agriculteurs ne faisaient pas tourner l'industrie et l'industrie s'est dit: «Bon, on va faire d'une pierre deux coups. L'industrie de la guerre, on va la transformer en industrie pour l'agriculture» et les agriculteurs, et ben, du coup, ils vont devenir dépendants de l'industrie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chars sont devenus des tracteurs, les bombes, sont devenues des engrais azotés et le gaz moutarde, c'est l'image à droite, le gaz moutarde est devenu l'un des premiers insecticides. Donc depuis, c'est interdit, hein, c'est le dichlore, le gaz moutarde. Voilà, du coup, c'est ça le début de la révolution verte. La révolution verte, c'était donner des subventions et en plus, les gens qui ont mis en place cette révolution verte, ils savaient très bien que ça allait être moins rentable pour l'agriculteur, parce qu'ils ont mis des subventions à l'époque. Donc c'était pas l'Europe, c'était l'OCDE peut-être. Toujours est-il que dans les années 50, l'industrie de la guerre s'est transformée en industrie pour l'agriculteur et pour faire ça, les premières subventions ont aidé les agriculteurs à s'équiper, en leur faisant croire qu'ils allaient augmenter leur niveau de vie, et puis en fait, il s'est passé exactement la même chose. On le voit bien, hein, au niveau des pesticides, c'est eux qui sont, en première ligne et en fait, on voit bien que beaucoup d'agriculteurs sont, endettés. Si, ils font de l'agriculture bio ou si tout simplement ils ne savent pas jouer avec, les subventions de la PAC, de l'Europe, c'est compliqué pour eux de survivre. Voilà donc pour le début de l'agriculture et puis la révolution verte, pas très verte. Bon et puis donc ça c'est pas, c'est un peu l'histoire de l'agriculture, c'est surtout l'histoire de l'humanité, au sens où, ben, vous voyez là, à gauche ce sont les granivores, il y a les souris et un moineau et à droite ce sont les frugivores. Il y a la chauve-souris, mais il y a aussi, des oiseaux plus gros et des singes surtout. La question c'est à qui on ressemble? Est-ce qu'on est fait pour, manger du blé ou est-ce qu'on est fait pour manger des fruits et des légumes? Pour donner un petit élément de réponse, il y a des chercheurs qui ont, regardé les dents et les os des personnes, donc sur une même époque. Il y avait en même temps des sédentaires et en même temps des nomades et en fait, on sait très bien, que les nomades mangeaient des fruits et les sédentaires mangeaient des graines.
Et donc, en comparant les os et les dents de ces personnes-là, ils peuvent voir quelles sont les carences. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Bah, ils ont remarqué que, contrairement à ce qu'on nous dit, la sédentarisation et en fait, le fait d'utiliser du blé plutôt que des fruits, donc de manger du blé plutôt que des fruits, ça a créé des maladies et des carences. Ça a fait baisser l'espérance de vie. Et donc ça, on nous fait croire l'inverse, on nous fait croire que la sédentarité nous a donné du temps pour, je sais pas, faire la guerre, de la spiritualité et autres. Et ben, il se pourrait bien que ce soit exactement l'inverse, au sens où, le fait de se sédentariser a diminué notre espérance de vie et nous a créé des carences et des maladies. Donc tout ça pour dire que l'être humain, il est plus fait pour manger des fruits et des légumes et ça tombe bien dans un potager. Qu'est-ce qui est le plus enfin, quand on a une petite surface, si vous voulez, être autonome en blé, ça va être très compliqué. Il vous faut, plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés. Par contre, si vous voulez être autonome en légumes, et ben, il vous en faut pas tant que ça, en fait. Avec quelques mètres carrés, ça peut suffire quand c'est très bien fait, ou quelques dizaines de mètres carrés, ça peut suffire. Voilà. Donc tout ça pour vous motiver à faire votre potager, hein. Du coup, je vais regarder si il y a des questions dans le chat. Hop. Ouais, il y a du texte. Mmh. Il y a pas de son normal. Ah, bah, ouais, il faut se déconnecter. Voilà, c'est bon, c'est fait. Affût vos cool, je suis pas très loin, moi. Fruits, légumes, ouais, ouais, voilà, c'est ça. En effet, pour manger plutôt ça. 50 mètres carrés, c'est pas mal, hein. On peut faire pas mal de choses. Donc je continue. Alors le sol, on l'avait fait la dernière fois. Du coup, je vais pas le refaire. Ah zut, c'est l'inverse de ce que je voulais. Le BRF et les buts, on l'avait fait aussi. Il y a quelque chose qui va vous servir maintenant. Donc en gros, la dernière fois, on avait fait comment faire une zone fertile. Là maintenant, on va dire, bah, maintenant qu'on a notre zone fertile, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on va voir les associations de plantes parce que en gros, ça va permettre de faire le schéma, ça va vous permettre de pouvoir de savoir là où vous allez planter. Alors, les associations de plantes. Le problème de l'humain, c'est qu'on fait de l'anthropocentrisme. C'est anthropo, ça veut dire humain, centrisme au centre. C'est-à-dire qu'on a tendance à nous mettre au centre, l'être humain, et à copier notre comportement sur ce qu'on voit à l'extérieur. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que il y avait beaucoup de concurrence entre les plantes. C'est-à-dire qu'on voyait, une forêt, puis on se disait: «Bon, bah, en fait, les plantes, elles sont en concurrence pour chercher la lumière». Ce qui est vrai, en partie. Et par contre, ce qu'on ne savait pas et ce qu'on n'a pas vu à l'époque, c'était que, hem, c'était qu'en fait, il y a beaucoup aussi de synergie et de commensalisme. Qu'est-ce que c'est le commensalisme? C'est par exemple, le thym, il va éloigner certaines espèces de papillons des parasites et donc ça va aider les plantes à côté et les plantes à côté, vont en profiter, mais le thym ne va pas forcément profiter des plantes compagnes qui sont à côté. Le commensalisme, c'est quand il y a une espèce qui en profite et pas l'autre. Et les synergies, c'est quand les 2 espèces en profitent. Par exemple, l'une des synergies assez connues, c'est, maïs, courge et haricots, donc on appelle ça les 3 sœurs, des fois, ou la milpa. Ça vient d'Amérique du Sud. Le maïs va faire de l'ombre aux 2 autres, aux haricots et à la courge. La courge va, garder le sol au frais avec ses grandes feuilles et faire en sorte qu'il y ait pas de concurrence avec d'autres, herbes. Et le haricot va pouvoir monter sur le maïs et stocker dans le sol de l'azote pour les 2 autres plantes.
pour le maïs et la courge. Et donc là, on obtient un commensalisme, une synergie de 3 espèces. Et donc, je disais tout à l'heure, on a tendance à copier le comportement humain sur ce qu'on voit autour de nous et donc c'est ce qu'on a fait. On s'est dit: «Sur les plantes, il y a beaucoup de concurrence» et en fait, c'est pas vrai. Il y a aussi beaucoup de synergie et de commensalisme et donc il y a des films qui parlent très bien des secrets des arbres, par exemple. C'est un film que vous pouvez trouver sur YouTube et qui parle des synergies entre les arbres dans les forêts. Par exemple, les arbres vont garder une souche d'un arbre mort, ils vont la garder vivante, c'est-à-dire qu'ils vont nourrir la souche pour que la souche ne meure pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les arbres sont connectés entre eux et que s'ils veulent avoir des nutriments, ils ont besoin, tous les nutriments dont ils ont besoin, ils vont avoir besoin de se connecter les uns aux autres et notamment grâce aux mycorhizes dont on a parlé la dernière fois. Une mycorhize, pour rappel, c'est un champignon qui va se mettre autour des racines des plantes et donc qui va myco, ça veut dire champignon et rhize racine. Donc mycorhize, c'est une interaction plante-racine. Et donc ces mycorhizes-là, donc un champignon qui se met sur une racine des plantes, il va aussi aller dans la terre et donc il va pouvoir aller chercher les nutriments et l'eau de manière beaucoup plus finement, de façon beaucoup plus précise qu'un arbre. Et donc c'est la connexion entre ces champignons et ces arbres qui permet à ce que les nutriments et l'information en général, hein, il y a aussi comme des neurotransmetteurs, mais sauf que ce ne sont pas des neurones, donc c'est plutôt des informations chimiques qui vont passer dans le sol par ces racines et par ce réseau de mycélium, c'est-à-dire de champignons. Donc on peut appeler ça l'internet de la forêt, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de synergie entre les plantes et que c'est quelque chose qui est même indispensable pour la forêt. On se rend compte aujourd'hui que les forêts qui résistent le mieux au changement climatique, ce sont les forêts pour lesquelles il y a le plus d'espèces. Une forêt monospécifique où il y a que du pin, ben, non seulement c'est très fragile, parce que s'il y a un parasite qui arrive, eh ben, il va pouvoir coloniser toute la forêt, et pareil pour un champ de blé, hein. S'il y a qu'une seule espèce, il y a que du blé, le parasite qui aime bien le blé, ben, il y a rien qui l'empêche d'aller sur tout le blé du champ. Et donc tu vas être obligé de t'asperger tout ton champ, alors que si tu fais de l'agroforesterie avec des lignes d'herbe entre les 2, bah, ton parasite, il a beau venir sur une partie de ton champ, tu vas t'emmerder sur seulement une partie de ton champ, pas l'autre. Et d'ailleurs, la partie en herbe, la partie enherbée un peu sauvage du champ en agroforesterie va, va permettre à ce que tu aies un stock de prédateurs de parasites. Voilà, je crois que j'ai oublié de dire quelque chose, mais bon, c'est pas très grave. Toujours est-il que ce qui est important de retenir, c'est que Hem, il y a beaucoup d'associations de plantes qui sont bénéfiques et je crois que c'est 98 ou 99 des associations plantes-champignons qui sont bénéfiques pour les plantes. Donc on va chercher le plus possible de biodiversité microbienne, fongique, et puis des espèces, hein, parce que, par exemple, le mieux pour ne pas avoir à désherber, c'est de faire en sorte que les plantes soient assez serrées pour qu'il y ait rien d'autre qui pousse. Voilà. Du coup, pourquoi cette image-là? Là, on a compris pourquoi on va faire des associations de plantes. C'est pour que les plantes puissent s'aider entre elles et pour faire en sorte qu'elles puissent être plus résistantes au changement climatique, entre autres, mais aussi pour être plus productives parce que, par exemple, le haricot va pouvoir nourrir le sol en azote, la courge va pouvoir garder le sol au frais, et puis, par exemple, je ne sais pas, il va y avoir une vigne qui va faire de l'ombre pour la tomate, ce qui lui va très bien. C'est juste un exemple, hein, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Et puis, on va pouvoir ajouter comme espèce, je sais pas, de la salade, par exemple, qui va être, l'espèce, herbacée et donc qui va pouvoir profiter de l'ombre de toutes les autres espèces présentes pour, ne pas monter en graines. Et donc cette image, elle nous dit qu'il y a 7 étages de végétation et que quand on veut faire des associations de plantes, c'est un peu la seule, règle à retenir, c'est qu'il ne faut pas que les espèces soient sur le même étage de végétation. Donc ce qu'on voit là, c'est que, les 7 étages, donc de gauche à droite, c'est les grands arbres. Parmi les grands arbres, il y a, les noyers, les chênes, bien sûr, les hêtres, toutes les espèces, la plupart des espèces forestières, mais aussi les noyers et les pommiers, par exemple. Les pommiers francs, quand ils sont très grands et qu'on n'arrive pas à aller chercher les pommes, voilà, ils font partie de la canopée. De la canopée chez nous, quoi, qui est beaucoup moins haute que la canopée, en forêt tropicale, mais c'est normal. Donc ça, c'est la strate des grands arbres. Juste en dessous, il y a les petits arbres
Et donc les petits arbres, ça va être les fruitiers. La plupart des fruitiers sont des petits arbres. Quand on plante un noyau de ce qu'on veut ou une amande dans le sol, ça va faire un arbre, mais il va pas trop grandir cet arbre-là. Il va moins grandir qu'un platane, par exemple. Il va rester, dans la strate en dessous. Donc ça, c'est la strate des petits arbres qu'on va, pourquoi pas mettre en dessous des grands arbres. Ensuite, il y a la strate arbustive. Donc là, on commence à avoir pas mal d'arbustes, en maraîchage. Par exemple, il peut y avoir, framboisier, cassissier, casseille ou, myrtille et donc, là, ce sont des, ou d'ailleurs le genévrier commun là, qui fait les baies de genièvre. Ça pique, hein, mais bon, ça donne des baies, quoi. Et donc tout ça, ce sont des arbustes et qui sont annuels, qui vont perdurer dans le temps. Sinon, comme l'arbuste, il y a aussi le poivron et l'aubergine, par exemple, qui vont, être annuels, sauf si vous arrivez à le maintenir, plus longtemps en vie. Mais normalement, ce sont des espèces qui peuvent durer plusieurs années, hein. Que ce soit la tomate, l'aubergine, le poivron, la courgette, ce sont des espèces qui normalement sont pérennes. Mais comme, chez nous, il y a du gel, l'hiver et ben, en fait, on cherche même pas à les maintenir, vivantes. Ces plantes-là, on les coupe et voilà et on en replante l'année d'après. Il faut savoir que, par exemple, un pied de tomate, le record, c'est 19 ans, mais ça c'est fait pour vivre 5-7 ans facile. Donc si vous arrivez chez vous et si vous êtes en Provence, en fait, vous pouvez, à la fin de l'automne, à la fin oui, de l'automne, en automne, vous coupez à la base, vous mettez, un paillage dessus, pour essayer de conserver le pied et vous pouvez espérer qu'en retirant le paillage, au printemps d'après, votre, pied ait survécu. Il n'a pas été touché par le gel puisqu'il y a un paillage au-dessus, c'est possible que le pied de tomate ait survécu et il va pouvoir reprendre. L'avantage, c'est que si vous faites ça, le pied de tomate, il aura des racines de déjà 1 an. Donc il va être plus productif encore que la 2e année, que la première année. Voilà, donc ça, c'est pour la strate arbustive. Ensuite, il y a la strate des herbacées. Donc là, c'est pareil, il y en a pas mal, hein, les herbacées, ça va être la salade, les choux. Bon, les choux, ça commence à être arbustif, hein, selon, comment ils sont, ça peut être grand quand même. Mais bon, vous voyez un peu l'idée, c'est par exemple les salades, mâches, les trucs, qui sont pas très grands. Donc ensuite, il y a, la strate des racines. Donc là, il y a, les patates, carottes, navets, tout ça. Ensuite, il y a la strate des rampants. Donc là, il y a pas grand-chose, hein. Là, il y a la fraise, la Golterie. La Golterie, c'est une plante, pour lequel, on fait de l'huile essentielle, mais qui est un peu médicinale, qui fait passer les mal de tête, par exemple, pour la circulation sanguine, des choses comme ça. Et après en rampant, il y a pas éno si, il y a la courge aussi, mais qui commence à être à la stade, herbacée aussi, la courge. C'est une rampante, la courge, mais qui est quand même assez haute et donc elle prend un peu de place à elle toute seule. Et ensuite, il y a encore une strate qui est celle, des lianes et donc dans les lianes, il y a par exemple le kiwi, la vigne et la tomate. La tomate, c'est une liane à l'origine, c'est pas un arbuste normalement. Et c'est même une liane de milieu humide, donc le fait qu'elle soit sensible à la maladie, c'est pas vraiment normal. C'est que c'est, à force de sélectionner les individus. C'est par sélection naturelle. Enfin non naturelle d'ailleurs, que la tomate est devenue sensible aux maladies, de l'humidité. Voilà, donc en milieu tropical, hem, on peut s'amuser à mettre 7 strates arbustives, 7 strates, comme ça de végétation. Par contre, chez nous, en milieu tempéré, il y a moins de soleil, le soleil va moins haut et puis il y a cette histoire de saison qui fait que, 3 ou 4 strates, c'est très bien. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Dans votre potager, vous pouvez mettre par exemple, des courges avec, un fruitier, un pêcher ou un amandier et puis, des arbustes, c'est-à-dire, poivrons, aubergines, voilà et puis vous pouvez pourquoi pas rajouter une tomate puisque ça va pas trop gêner normalement. Si la tomate, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire très bien. C'est quoi la diapo non, donc on va revenir aux associations de plantes et je vais arrêter le partage.
stage, on va faire autre chose. Du coup, la question, ça va être comment, hem, comment faire des interactions positives entre les plantes, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées d'interaction entre les plantes, n'hésitez pas non plus. Alors, j'avais prévu des photos. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Voilà. Alors, il y a quand même un gros problème quand on essaye de faire des associations de plantes, c'est que alors, voilà. C'est qu'en fait, donc là, vous avez par exemple, une version de ce qui est possible et on vous dit par exemple que la courge, sur la ligne courge, on vous dit que, la une plante compagne est le maïs. Sur d'autres endroits, on va vous dire que, une plante, compagne de la courge, c'est le haricot, comme on l'a vu tout à l'heure avec, la milpa, donc les 3 sœurs, pour lequel la courge, le maïs et le haricot vont bien ensemble. Et si vous allez voir dans, le calendrier lunaire de Michel Gros, là, le calendrier, oui, lunaire, en fait, il y a un petit tableau comme ça et en fait, pour lui, dans ce calendrier, la courge ne va pas avec le haricot. Le haricot est mis dans les ennemis de la courge. Du coup, ça pose un problème parce que vous regardez dans un bouquin, vous regardez dans un autre, sur les plantes de campagne, ils ne disent pas la même chose tous. Alors c'est peut-être une question de variété, mais toujours est-il que, du coup, c'est pas clair. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est, le premier conseil, ça va être de prendre un tableau et de s'y fier et ne pas chercher un autre. Donc celui-là, par exemple, moi je l'ai mis dans mon téléphone. Quand j'ai un doute, je regarde ça, voilà et puis, ça me donne une indication et je suis même pas obligé de le suivre. Par contre, je vais pas regarder ailleurs, je vais pas regarder un autre tableau parce que sinon, je vais m'embrouiller et ça tombe, il va pas dire la même chose. Donc, le mieux, c'est peut-être même de l'imprimer, hein, de mettre, d'imprimer, un tableau comme ça en feuille A4, de mettre ça dans une pochette plastique et puis, vous la laissez dans le potager comme ça vous êtes sûr qu'elle y est, la feuille et au moment de faire votre, plan ou de mettre, vos plants, de planter les petits plants et ben, vous aurez, une aide à ce moment-là. Mais sinon, comment je fais moi avec les plantes de campagne? En fait, je m'embête pas. L'idée, c'est que on fait une zone très fertile. On l'a vu la dernière fois, on fait en sorte que ce soit une butte de permaculture ou quelque chose qui soit, très fertile au sens où si c'est pas une butte, on va rajouter de la matière organique de toute façon et donc en rajoutant une biodiversité de matière organique la plus importante possible, par exemple, on rajoute de la paille, mais aussi, des épluchures et puis, pourquoi pas, je sais pas, un peu de purin d'ortie, d'urine et dilué bien sûr et des choses comme ça et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir énormément de microbes et de champignons dans le sol. Et on l'a vu la dernière fois, les champignons, il y en a certains qui vont se mettre autour des racines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque plante va être isolée des autres. Donc ça veut dire que les plantes compagnes, amis, ennemis, compagnes, on s'en fout, au sens où de toute façon, toutes les plantes vont être protégées par des champignons et des bactéries. Et du coup, chaque plante va être complètement isolée des autres plantes. C'est l'avantage quand on a un sol vivant, c'est que du coup, les interactions entre les plantes, on s'en fiche un petit peu. Deuxième avantage, c'est ce qu'observent la plupart des permaculteurs, c'est que, OK, il y a des interactions positives entre les plantes et si vous mettez beaucoup de biodiversité microbienne, fongique et de plantes au même endroit et ben, effectivement, les associations positives, on va les voir, on va capter que le haricot, effectivement, nourrit en azote et que les courgettes qui sont, au même endroit que les haricots, ben, ils sont mieux que les autres et par contre, ce qu'on observe, c'est que plus il y a de biodiversité et moins les interactions négatives sont visibles. Donc ça, du coup, ça veut dire que vous avez plus besoin de vous casser la tête avec les différentes associations de plantes. Hem, Ça veut dire que du coup, ben, vous avez juste besoin de faire en sorte que votre sol soit très fertile avec une biodiversité microbienne et fongique le plus importante possible
Et puis du coup, c'est gagné, voilà. C'est gagné au sens où vous n'avez plus besoin de vous casser la tête avec ces associations de plantes. Par contre, quand vous faites ça, il y a des associations de plantes, des associations bénéfiques et négatives, on s'en fiche un peu. Par contre, il va y avoir des associations qui vont vous arranger. Je vais vous donner un exemple. L'association, quand on sème en même temps des salades, des radis et des carottes, ça va permettre que le milieu, qu'il y ait toujours quelque chose. Je m'explique. Quand vous mettez des radis, des salades, quand vous semez des radis, des salades et des carottes en même temps au même endroit, les radis vont d'abord germer et au bout d'un mois, vous allez pouvoir récolter les radis. Donc ça, il faut retenir, les radis, c'est la seule plante qu'on récolte au bout d'un mois, c'est très rapide et c'est pratique en fait. Vous ne savez pas quoi mettre dans votre potager, vous avez un trou, ben, vous mettez des radis parce que voilà, dans un mois, vous les retirez. Et du coup, potentiellement, c'est une plante qu'on peut mettre partout, y compris quand on commence à semer et à planter un potager, ben, vous pouvez mettre dès le départ partout des radis et du coup, ça va vous faire une première récolte. Bref, du coup, quand je mets radis, salade et carottes, je retire les radis, ça fait de la place pour les salades. Les salades vont pouvoir s'épanouir, grandir. Je vais pouvoir récolter mes salades et ça va faire de la place pour les carottes. Et les carottes vont pouvoir ensuite grandir et s'épanouir. Donc ça, cette synergie radis, salade, carotte, c'est une synergie positive puisque du coup, les plantes vont pouvoir faire de l'ombre les unes aux autres et continuer à fertiliser le sol. À partir du moment où il y a une plante sur le sol il est couvert, donc la vie continue dans le sol. Et donc là, le fait de mettre en même temps radis, salade et carottes, ça va vous permettre d'avoir toujours quelque chose. Vous faites un seul semis et vous avez 3 espèces qui sont mises en même temps. Voilà. Et donc ça, les experts de ça, c'est la ferme du Bec-et-Loing en Normandie. Ils ont des connaissances très précises, donc ils ont fait un bouquin aussi, hein, je crois qu'il fait 800 pages leur bouquin, donc il est un peu compliqué. Mais toujours est-il que c'est un savoir très précis qui peut être très pratique. Donc voilà, ça fait partie des bouquins qui sont réellement utiles sur la permaculture parce que franchement, dans les bouquins de perma, j'ai vu des daubes, hein. Il y en a pas mal qui racontent des conneries. Voilà, voilà. Donc ça, pour les associations, est-ce que vous avez des questions là-dessus? En sachant aussi qu'il y a des espèces qu'on va rajouter un peu partout. Donc il y a le radis, mais il y a aussi les haricots, fèves ou tout ce qui est de la famille des légumineuses. Donc la facélie, par exemple, c'est pas une légumineuse, mais ce sont des plantes qui vont enrichir le sol en azote. Et donc les haricots, fèves, facélie, mais il y a aussi la moutarde. La moutarde aussi enrichit le sol en azote par les interactions microbiennes. C'est quelque chose qu'on va mettre un peu partout pour enrichir le sol en azote. Voilà, et donc après, vous avez compris ma version, comment je fais. Je mets le plus de biodiversité partout, et donc je vais vous montrer un peu vite fait comment je fais. Alors, partager l'écran. Donc ça, c'est des plantations que j'ai faites il n'y a pas très longtemps à Marseille. Donc ce qu'on voit, c'est que donc on ne voit pas très bien à droite là, à peu près au milieu de la photo à droite, il y a un pied de tomate, mais on voit seulement une feuille qui dépasse. Et donc voilà, là c'est un pied de tomate. Et à peu près moins d'un mètre plus loin, à peu près 80 centimètres plus loin, tout à gauche là, de cette même butte, on a une aubergine. C'est un petit plant, là on vient de le planter, hein, il a été planté ce jour-là ou le jour d'avant. Et derrière la butte, là, il y a 2 fenouils, donc ce sont des plantes sauvages hein, qui ont poussé là. D'ailleurs, là, ce que vous voyez comme herbe, c'est du blé. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant le paillage, il y avait plein de blé dans la paille. Et ce blé, ben, je leur ai dit aux gens, bah, vous le laissez pousser, ça va vous faire du paillage en fait, hein, ça va vous faire de l'engrais vert. Donc c'est ça un engrais vert, c'est une plante qu'on laisse pousser et qui va servir d'engrais en fait, puisque du coup là on l'a coupé et ça fait un paillage et au fur et à mesure où cette paille va où ce blé va se décomposer, ça va enrichir le sol. Voilà, c'est le principe des engrais verts. Du coup, là, quand on voit cette aubergine et ce pied de tomate, on se dit, bon, l'aubergine, c'est un arbuste, la tomate, c'est une liane, je vais pouvoir mettre autre chose. Donc déjà, pas loin de la tomate, on pourra mettre plus à droite, on pourra mettre un arbuste plus tard, mais là, j'ai fait quelque chose d'autre.
On voit 3 trous là au milieu, il y a 3 points noirs en gros. Donc le trou du milieu, j'ai mis une courge parce que du coup c'est un rampant. C'est pas le même étage de végétation que les autres plantes et donc ça va pas se gêner. Et les 2 autres trous, donc les 2 trous noirs, qui sont autour du trou principal, du trou, du milieu, ce sont des trous dans lesquels j'ai mis des haricots. Tout simplement parce que le haricot, donc des haricots, mais ce sont pas là des haricots qui vont grimper, ce sont des haricots qui vont, être, des petits arbustes quoi, qui sont plutôt à l'étage herbacé. Ce sont des rampants là pour le coup. Et donc on voit là qu'il y a plusieurs étages de végétation et que, par exemple, si j'aurais voulu mettre que des aubergines et ben, il aurait fallu que je mette, à peu près le même espace. Je crois que c'est 50 centimètres entre chaque aubergine normalement. Et pareil pour les tomates et pareil pour les poivrons. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de mettre une aubergine tous les 50 centimètres, j'ai mis une aubergine tous les 1 mètre et j'ai rajouté 2 étages de végétation minimum. J'ai rajouté là, une tomate, une courge et des haricots. Et d'ailleurs dans le trou, donc là ce sont des semis, c'est pour ça que le paillage est écarté et qu'on voit la terre. C'est que quand on fait un semis dans du paillage comme ça, on remet pas le paillage, hein, parce que sinon la graine elle peut pas traverser les 10-15 centimètres de paillage. Et donc là, dans le trou dans lequel il y a la graine de courge, j'ai mis aussi des graines de haricots. Parce que je sais que c'est très positif pour la courge, j'ai déjà fait des essais. Et donc du coup, ça va être chouette. Il va y avoir pas mal de haricots, de la courge, des aubergines, de la tomate. Voilà pour comment faire précisément des associations de plantes. Vous écartez les plantes plus que la normale et vous mettez au moins 2-3 espèces autres. Voilà, donc là, je vais pouvoir ajouter en plus des salades. On voit qu'il reste de la place. Je vais pouvoir éventuellement faire aussi des semis de, je sais pas, radis et carottes, par exemple. Là, en bas de la photo, par exemple, je vais pouvoir mettre autre chose. Soit remettre des haricots, mais comme il y en a déjà, bon, c'est pas très intéressant, mais pourquoi pas mettre des salades, carottes, des choux, ça commence à prendre de la place, ça ferait serrer là quand même. Je vais pouvoir mettre des fleurs aussi, pourquoi pas des œillets d'Inde, au pied de la tomate ou du basilic, par exemple. Le basilic et la tomate, c'est quelque chose de très bénéfique. Puis en plus, on peut pas mettre la mozzarella, ça se plante pas, mais bon, du coup, quand on veut faire une salade de tomates, il y a le basilic à côté, ça tente très bien. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, et au pied de la tomate, il y a quelque chose, il y a des astuces. On peut mettre comme plante des volubilis ou des hippomées. Ce sont des lianes et en fait, ces lianes vont pouvoir accrocher la tomate à son tuteur. Donc ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de le faire. L'hippomée et le volubilis, ils vont croître en même temps à peu près que la tomate. Et en voulant s'accrocher en même temps au tuteur et à la tomate, le volubilis ou l'hippomée vont pouvoir accrocher la tomate à son tuteur. Voilà, c'est une question de truc pratique de feignant. Voilà, donc j'espère que là c'est compris, ça me paraît assez concret quand même. Comment faire des associations de plantes? C'est le but, hein. La dernière fois, on a fait une conférence sur comment faire une zone fertile. Là maintenant, c'est comment profiter de cette zone fertile. Il y aura un petit bonus à la fin. Je vais vous montrer des trucs dont j'ai pas parlé à l'ancienne conférence. Voilà. Je vais pouvoir parler maintenant des semis d'arbres. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma spécialité en reforestation, c'est les semis. Pourquoi? Parce que quand une graine, elle germe, le premier truc qu'elle fait, c'est une racine. C'est pas du tout ses feuilles. De la lumière, la graine, elle est pratiquement sûre d'en avoir, donc toutes ces feuilles, c'est pas très urgent. Par contre, ce qui risque de manquer très vite et qui est fatal, c'est de l'eau, l'humidité. Et du coup, enfin, c'est même pas de l'eau d'ailleurs, c'est de l'humidité. Une plante n'a pas besoin d'eau, c'est pas vrai, elle a besoin d'humidité. Et du coup, le premier truc que fait une graine quand elle germe, c'est sa racine. Donc quand c'est une petite graine comme la tomate ou la carotte, ben, on s'en fiche un peu. De toute façon, la racine, elle va être toute petite. Mais pour, par exemple, les fèves ou les noyaux ou les glands de chêne, les noyaux d'abricots, de pêche et autres, pruniers par exemple,
Ça fait une grosse différence au sens où si vous semez l'arbre sur place, cette première racine, on l'appelle la racine pivot et donc cette racine-là, si on la coupe, elle repousse pas. Donc si vous plantez un arbre, cette racine qui a plusieurs années, cette racine-là, la racine pivot qui est censée être, enfin qui est la première racine et donc la racine principale qui est très rapide à pousser, ben, elle sera complètement coupée et l'arbre n'aura plus l'ancrage et l'avantage de cette grosse racine. Pour, donner un exemple, pour être plus précis sur la vitesse de pousse de cette racine, quand on fait des semis en bouteille, de noyau, au bout de quelques mois, la racine pivot, elle dépasse la bouteille. C'est-à-dire qu'une bouteille d'eau, hein. C'est-à-dire qu'on fait le semis en haut de la bouteille, d'eau pour faire, la bouteille d'eau remplie de terre, bien sûr, hein, pour anticiper le fait que cette racine pivot va pousser très vite et en fait, ben, au bout de quelques mois, au bout de 3 4 mois, cette racine pivot, elle va dépasser la bouteille, c'est-à-dire que déjà, cette racine pivot va être, au moins abîmée, sinon cassée quand ça va être replanté. D'où l'intérêt de semer les arbres directement sur place. Donc ça, ce document-là, je le mettrai dans le canal Écume, hein, ou je le remettrai, éventuellement sur mon canal à moi aussi. Parce que je sais pas si tout le monde vient de la vague là, vous me direz dans les commentaires. S'il y a des gens qui viennent pas de la vague, dites-le dans les commentaires, dans discussion, dans le chat. Comme ça, je le saurai. Voilà, donc pour le semis d'arbres, l'astuce, il y a pas grand-chose à savoir, hein, sur le semis d'arbre. Là, j'ai mis un mode d'emploi très précis, mais ce qu'il faut retenir, c'est que une graine, elle germe et elle se maintient, vivante quand elle est dans l'humidité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu tricher avec cette histoire d'humidité. On fait un trou de 10 centimètres à peu près dans la terre. On met le noyau au fond. On remet peut-être 1 centimètre de terre et du paillage au-dessus. Pourquoi du paillage et pourquoi 1 centimètre de terre? Ben, tout simplement parce que quand la graine elle est au fond d'un trou comme ça de 10 centimètres, il n'y aura jamais de lumière qui va arriver jusqu'à la graine. Jamais de lumière, ça veut dire que ça va être toujours humide, en théorie en tout cas. Sauf terrain très très drainant comme la garrigue où là du coup ça devient compliqué. Voilà, toujours est-il que c'est ça le seul principe, la seule règle à savoir pour faire des semis d'arbres sur place. Il faut que le gland, le noyau, il faut que la graine soit dans l'humidité et pour ça, il suffit de faire un trou de 10 centimètres, de mettre la graine au fond. Je tiens à faire, remarquer qu'on ne met pas 10 centimètres de terre sur le noyau parce que sinon le noyau, il va pouvoir faire sa racine, mais il va pas pouvoir faire ses feuilles. Il va pas pouvoir, remonter 10 centimètres comme ça de terre. C'est trop lourd et c'est trop important et pareil pour le gland, hein, c'est pareil et du coup, on met bien la graine au fond, 1 centimètre de terre et le paillage au-dessus. Le paillage, c'est aussi pour que ça passe inaperçu pour, les sangliers, par exemple et du coup, de cette manière-là, il y a beau y avoir des lapins, des chèvres ou des sangliers juste à côté de ton semis d'arbre, c'est pas grave, le semis d'arbre ne sera pas capté, il va pas être embêté. C'est assez hallucinant, les chèvres, le seul moment où elles ont bouffé, mes amandiers sauvages, c'est quand l'amandier sauvage était sec, en fait. Donc moi, ça m'arrangeait parce que le fait que la chèvre mange les feuilles de l'amandier, ça veut dire que l'amandier, il s'évapore moins, il se dessèche moins et donc ça peut le sauver, en fait. Donc faire passer des chèvres dans des semis, d'amandiers sauvages, c'est une très bonne chose. Ça permet à ce que l'amandier soit moins desséché. Ou pareil pour les chênes d'ailleurs. Voilà, voilà pour le semis d'arbres. Et donc ça, c'est quelque chose, là où vous vous rappelez de tout à l'heure, les trous qu'on a fait pour faire des semis de haricots et de courges, et ben, c'est de la même manière, on peut faire, des semis d'arbres en fait, hein, dans votre potager. Vous vous en faites plusieurs comme ça, vous faites des essais et puis, bah, à la fin vous en garderez, je sais pas, peut-être pas tous quoi et vous pouvez faire pas mal d'essais. Voilà, zut, j'arrive pas voilà. Hem, donc tout ça pour parler des associations de plantes.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous êtes sage. Bon, n'hésitez pas, hein, il faut aller dans plus, puis dans discussion ou dans le chat, selon si vous êtes sur téléphone ou sur l'ordi. Et vous pouvez poser vos questions là-dessus. Sinon, on continue. Alors, je vais y arriver. Ouais, rien à redire. Waouh, super, merci. Du coup, on va continuer avec super. Les parasites. Mmh. Alors, comment on gère les parasites, en permaculture? D'ailleurs, la dernière conférence, on a parlé des limaces. Alors du coup, c'est une question sur les limaces, ben, vous irez voir l'autre conférence, Noméo. Et voilà. Donc on a un petit peu parlé des parasites. On a surtout parlé des, comment dire? Des réponses à donner, quoi, de façon précise. Et là, on va voir un peu de manière générale, comment on va gérer les parasites, de manière générale. Alors déjà, ben, quand on a un ennemi, le meilleur à faire, c'est de connaître cet ennemi. Donc qu'est-ce que c'est un parasite et surtout quel est son rôle dans l'écologie? Pourquoi on va donner un rôle à chaque espèce? C'est qu'il y a une théorie enfin, c'est pas seulement une théorie, c'est une loi dans la nature, c'est la loi des niches écologiques. Donc c'est des mots compliqués, mais bon, c'est le principe est très simple. Chaque espèce va avoir des conditions très précises et uniques pour se développer et se reproduire. Et donc l'histoire des plantes compagnes, en fait, c'est un peu une arnaque au sens où toutes les plantes sont des plantes indicatrices plutôt. C'est une arnaque au sens où toutes les plantes sont indicatrices et pas que seulement les plantes, toutes les espèces. Par exemple, la libellule, elle va avoir besoin d'insectes présents, d'une certaine température, d'une certaine altitude, pour survivre. Et puis, pour se reproduire, il va falloir, en plus de l'eau, voilà, des choses comme ça. Par exemple, oh, le renard, il va avoir besoin de petites proies, de souris, de choses comme ça. Et il va y avoir, s'il y a un autre prédateur comme le loup, ben, c'est pas grave, puisque de toute façon, ses proies sont plus grosses au loup. Et donc le fait qu'il y ait 2 espèces comme ça qui soient distinctes, c'est très bien. Il y a une autre loi, donc dans cette loi des niches écologiques, hem, il y a une des conclusions de cette loi-là, c'est que, s'il y a 2 espèces qui ont la même niche écologique, c'est-à-dire exactement les mêmes conditions de survie, et de reproduction, forcément il y a l'une des 2 espèces qui va disparaître à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une concurrence et s'il y a une concurrence, les populations des 2 espèces vont, tour à tour diminuer et augmenter jusqu'à ce qu'il y en ait l'une des 2 qui va disparaître. C'est, sur le long terme, hein, mais bon, ça se passe comme ça et donc qu'est-ce qui se passe quand il y a deux espèces qui arrivent au même endroit avec à peu près la même niche écologique? Ce qu'on observe, c'est que les espèces se spécialisent. C'est comme ça que Darwin a trouvé, la loi de la sélection naturelle. C'est qu'il a remarqué que les pinsons, bah, ils se spécialisaient, par exemple pour les graines ou pour autre chose et parfois même pour seulement certaines graines, des petites graines et pas les grandes. Voilà, ça c'est une loi, de la nature. Voilà, mais j'ai fait licence de biologie pour comprendre la nature, donc j'aime bien expliquer comment ça fonctionne avec ces lois-là, parce que ça permet de comprendre et pas seulement d'appliquer des trucs comme, je sais pas, de mettre, de la bière pour les limaces, quoi. Ça, c'est, la solution finale, mais comment on réfléchit pour arriver à cette solution? Et du coup, ça veut dire que chaque parasite a une niche écologique. Ça veut dire que chaque parasite a un rôle spécifique. Donc qu'est-ce que ça va être son rôle du parasite? Ça va être
de limiter l'expansion d'une espèce invasive. En gros, c'est ça. Donc si l'être humain, il a autant de parasites, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est très, très invasif, hein, c'est pas une surprise. Mais toujours est-il que les parasites, n'hésitez pas à fermer votre, micro, parce que sinon ça fait des bruits parasites, justement, et ça peut gêner les autres. Sinon je peux le faire, mais il faut que je règle le partage d'écran pour pouvoir le faire. Hem Et du coup, ces parasites, ils vont avoir une niche écologique spécifique qui va être de limiter l'expansion d'une espèce invasive. Par exemple, s'il y a un champ de blé avec que du blé, le blé est considéré comme invasif parce qu'il y a que ça, et donc les parasites vont limiter l'expansion du blé. Donc vous comprenez bien l'intérêt de faire une biodiversité d'espèces végétales. Ça va éviter qu'une espèce soit vue comme invasif, comme qu'il y ait que ça, et donc que ça devienne une proie pour les parasites. Donc là, on en parle comme ça, mais de toute façon, quand il y a dans un champ que du blé, la seule ressource, c'est du blé. Donc vous êtes sûr que les espèces qui étaient pas, parasites du blé, elles vont le devenir parce qu'il y a plus que ça à bouffer. Et s'il y a des espèces qui sont parasites spécifiquement du blé, bah, vous êtes sûr qu'elles vont se ramener parce qu'il y a que ça. Donc faire de la monoculture, c'est se tirer une balle dans le pied. On est à peu près certain que du coup, on va attirer les parasites. D'où l'idée de l'agroforesterie qui permet à avoir quelque chose qui est mécanisable, c'est-à-dire que sur, 12 mètres, 12-15 mètres, ben, on a du blé, de l'orge ou ce qu'on veut, enfin quelque chose, qui va être en monoculture, mais sur pas plus de 12 mètres. Et après on va avoir une frange qui va être, quelques mètres, hem, de sauvage avec des arbres. Donc on va avoir, en plus des arbres, de l'interaction plante-arbre, blé-arbre, on va avoir en plus une réserve de biodiversité qui va permettre d'avoir les parasites des parasites. Voilà, donc la première façon de gérer les parasites, c'est de maximiser la biodiversité, notamment les plantes. De ne pas faire une série de tomates, dans un coin, une série de courgettes dans un coin, mais de mettre les courgettes et les tomates dans le même coin, pour que s'il y a un parasite sur une tomate, bah, il ne puisse pas aller sur les autres tomates, ou de manière beaucoup plus difficile. Parce que si vous faites une ligne de poireaux comme ça, bon après c'est compliqué de mettre des poireaux un peu partout et de s'y retrouver. Mais si vous n'avez pas une grande surface, autant mettre des poireaux un peu partout. Vous savez où ils sont vos poireaux. De toute façon, il y a 10 mètres carrés, vous n'allez pas faire une longue balade d'une heure pour aller chercher vos poireaux. Par contre, si vous commencez à avoir 1000 mètres carrés au plus, ben là effectivement, on va faire les trucs un peu plus de manière logique et contrôlée avec des lignes de poireaux et des lignes de trucs. Parce que vous n'avez pas le choix, sinon, s'il faut faire tout le tour du champ, pour trouver la tomate que vous cherchez ou 3 poireaux, ça peut être, compliqué. Donc selon la surface que vous avez, il va falloir s'adapter plus ou moins, mais au plus c'est mélangé, au plus vos espèces végétales sont mélangées et mieux c'est. Et c'est pas seulement pour cette histoire d'étages de végétation qu'on va vouloir remplir, et donc on va vouloir, hem, éviter la concurrence entre les plantes et augmenter les synergies, mais c'est aussi cette histoire d'éviter la propagation des parasites. Voilà, et de cette manière-là, on va pouvoir il y aura toujours des parasites de toute façon, mais ils vont être, leur, impact va être beaucoup moins visible. Il va être géré de manière, naturelle, en fait. Et cette histoire de biodiversité, on le retrouve aussi dans une loi de la permaculture qui est la loi des zones, et en fait, ils mettent, par exemple, la zone 0 c'est la maison, la zone 1 c'est autour de la maison, et il y a 5 zones, et la zone 5 c'est la zone sauvage. C'est une zone où on fait rien, et cette zone, elle est indispensable. Pourquoi elle est indispensable? Parce que ça va être la réserve de biodiversité. Et c'est quoi cette photo en bas à gauche là? En bas à gauche, ce qu'on voit, c'est des œufs de parasites qui ont été parasités. On appelle ça des parasites secondaires en biologie. Ce sont des parasites qui parasitent des parasites. Pour le dire autrement et plus clair avec, des mots autres que parasites, là, ces œufs, c'est peut-être, c'est sûrement un papillon, par exemple, et les parasites secondaires, ce sont souvent des guêpes qui vont, pondre leurs œufs dans les œufs des autres. Dans les œufs, là, par exemple, des papillons. Et du coup, la larve de la guêpe, pour se développer, elle va bouffer l'œuf du papillon. Et donc, ça va éviter la propagation du papillon. Voilà, c'est ça un parasite secondaire. Et donc, ça, quand on fait de la gestion des parasites,
Mais des fois, il y a des gens qui font des pièges à phéromones, des trucs comme ça pour attirer une espèce spécifique. Et ben en fait, il y a une manière très simple de faire de la gestion de parasites comme ça. C'est de maximiser la biodiversité. Et plus vous avez des espèces bizarres, et mieux c'est. Plus vous avez des abeilles et des guêpes solitaires, par exemple, ou des bestioles bizarres dans le sol, et plus vous êtes certain d'avoir une gestion des parasites qui va être efficace. Ou d'avoir des fourmis d'ailleurs, hein, c'est un peu leur rôle aussi. La fourmi, c'est pas seulement un fertilisateur du sol parce que ça fait des galeries, ça ramène des matières organiques dans le sol. Ça va aussi bouffer un peu tous les insectes qui sont là. Et donc, forcément, s'il y a un parasite qui commence à se développer de manière trop importante, ben, c'est pas grave, les fourmis vont les bouffer surtout eux, puisque ça va être une ressource plus facile à avoir que le reste. Enfin, ils auront plus de probabilité de tomber sur le parasite qui devient important que sur les autres espèces. Donc, ils vont limiter l'expansion du parasite. Voilà, voilà. Donc ensuite, il y a cette histoire de technique de push-pull. Qu'est-ce que c'est? Le push-pull, c'est attirer, repousser, c'est de l'anglais. Alors si je ne prononce pas bien en anglais, vous mettrez l'accent anglais à ma place, hein. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'attirer les parasites à un endroit et de les repousser quand ils approchent des cultures. Par exemple, vous allez pouvoir donner à boire aux sangliers loin de votre culture à vous et leur donner, pourquoi pas, à manger du pain, enfin, vos restes que vous voulez pas et vous savez que les sangliers vont en vouloir, vous pouvez les mettre loin de votre maison. Et par contre, près de la culture, près de votre culture, vous allez pouvoir mettre votre urine ou des cheveux humains, ou quelque chose qui va porter l'odeur de l'humain autour de votre culture. Et du coup, ça va éloigner les cervidés, donc les cerfs, les chevreuils, des trucs comme ça qui ont tendance à bouffer un peu les potagers quand même, et les sangliers. Bon, le sanglier, s'il est chassé, il y a rien qui l'arrête, hein. À part une bonne barrière, mais sinon même la barrière électrique, elle sert pas à grand chose si le sanglier est en colère, qu'il se sent en danger, la barrière électrique, elle saute, hein. Il faut une bonne barrière bien solide, sinon il passe. Voilà. La photo à droite, c'est de la facélie. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la facélie parce que c'est une plante qui amène de l'azote et donc de l'engrais dans le sol. La facélie, elle a un autre avantage, et comme la bourrache qui est en haut à gauche, ce sont deux plantes qui sont réputées faire venir beaucoup de biodiversité, notamment parce qu'ils font des fleurs pendant longtemps. Et donc, ça veut dire que pendant longtemps, il va pouvoir y avoir des butineurs là-dedans, mais aussi parce que leurs feuilles et leurs fleurs vont attirer une grande biodiversité. Et donc, ce sont des plantes qui vont, entre guillemets, servir à rien, mais qui vont être indispensables au potager parce que, de toute façon, ça va ramener de la biodiversité au niveau des insectes notamment. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas dans votre potager à mettre des fleurs, les tulipes, enfin ce que vous voulez quoi, parce que de toute façon, ça va avoir une utilité. Ça va au moins attirer une biodiversité d'insectes, voire même de microbes, de champignons et autres. Donc voilà, n'hésitez pas à mélanger potager et fleurs et espace ornemental puisque bon, par exemple, les choux, c'est quand même assez beau, et en fait, les 2 sont très utiles, hein. Enfin les 2 sont synergiques. Ça va pouvoir, les fleurs ornementales sont assez pratiques pour, par exemple, attirer les pucerons à un endroit, et si les pucerons sont attirés, et ben, il y a ça, c'est, la règle, le problème et la solution. Ça, c'est une règle en permaculture qui est applicable un peu partout. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a des pucerons en grande quantité? Ben, en fait, on laisse faire. Au bout d'un moment, il y a, soit des insectes, soit des oiseaux, les mésanges, qui vont venir. Et du coup, bah, en quelques jours, vous allez être débarrassé. C'est souvent une question, c'est souvent un témoignage qu'on me donne sur un terrain. Et les gens, ils me disent, j'avais plein de pucerons, je savais pas quoi faire, et je me suis dit, je vais attendre. Ils ont attendu 2 jours. Au bout de 2 jours, 2, 3 jours, il y a la cavalerie qui arrive en retard, comme toujours. Donc la cavalerie, c'est les mésanges. Et les mésanges, en quelques heures, en quelques jours, elles te débarrassent de tous tes pucerons, qu'il y ait des fourmis ou pas. Voilà, parce que les pucerons, enfin, une façon de gérer les pucerons, c'est de faire venir
des larves de coccinelles. C'est notamment les larves, hein, c'est pas forcément les adultes qui bouffent les pucerons, c'est surtout les larves de coccinelles. Mais s'il y a des fourmis, le problème, c'est que du coup, la fourmi va retirer les larves de coccinelle pour pouvoir cultiver le puceron. Le puceron, il va émettre de la sève, hein. C'est une coévolution entre le puceron et la fourmi. Le puceron, il est fait de toute façon pour émettre des petites gouttes de miel qui vont nourrir les fourmis et les fourmis les défendent. Voilà. Il y a souvent un problème en permaculture, c'est les campagnols. Ben, tout simplement parce qu'on met énormément de paillage et du coup, ben, ils ont de quoi bouffer, de quoi se cacher, c'est parfait pour eux. Et donc, l'une des manières de gérer ça, c'est de cultiver sur le sol et non pas dans la paille. Donc, pourquoi pas. Sinon, il y a d'autres façons de gérer ça, c'est de mettre un perchoir. Vous mettez un perchoir de plusieurs mètres de haut, ça va faire venir les prédateurs, les oiseaux de proie. Et ben, apparemment, c'est assez radical, hein. Autant le chat, c'est pas efficace sur les campagnols, autant les oiseaux de proie, ça a l'air assez efficace. Bon, le chat, en même temps, quand on le nourrit avec les croquettes, il est moins motivé pour choper les campagnols. C'est peut-être pour ça. Mais bon, même quand les chats, ils sont pas assez nourris, les campagnols, je sais pas, ils sont peut-être pas assez motivés ou alors ils se développent trop vite, les campagnols, mais ça n'a pas l'air de fonctionner bien, quoi. J'ai pas eu de témoignage positif de ça. Alors qu'apparemment, cette histoire de perchoir pour les oiseaux de proie, ça fonctionne bien. Voilà. Et sinon, il y a le ricin. C'est une plante qui repousse plein de choses et donc qui repousse notamment les campagnols. C'est une plante assez utile au potager. Alors, ça sert pas à grand-chose d'autre que ça, que de repousser le reste. Mais voilà, ça a l'air très très efficace. Une autre manière de gérer la plupart des parasites, c'est de mettre des plantes odorantes, comme la menthe, le thym ou la plupart des plantes médicinales, puisque de toute façon, ça va, ou l'artémisia, pourquoi pas, puisque pour rester dans l'actualité, parce que ça va permettre ça va brouiller les pistes. Par exemple, la pyrite du chou, donc la pyrite du chou, c'est un papillon jaune avec un point noir sur les ailes qui va pondre ses œufs sur les feuilles, enfin sous les feuilles de chou. Et ensuite, ce sont les chenilles qui vont bouffer les feuilles de chou. Donc, si vous n'en avez pas beaucoup, ben, c'est pas grave, vous les récoltez à la main et il suffit de regarder le dessous des feuilles et de retirer les œufs et les chenilles. Mais si vous en avez beaucoup, ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc là, il y a entre autres comme solution des mésanges et il y a d'autres solutions et je sais plus laquelle. Je sais plus pourquoi je raconte ça. Ben, je sais plus. Mais bon, voilà, du coup, vous avez un peu des solutions pour la pyrite du chou. C'est que du coup, le fait de mettre des plantes médicinales, la pyrite du chou va être désorientée, elle va moins trouver le chou pour pouvoir tomber dessus. Voilà, donc une bonne manière de gérer les parasites, c'est de mettre des plantes médicinales qui vont du coup repousser les parasites. Voilà, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour pour les parasites et la plupart de ce qui arrive. Les limaces, on en a déjà parlé dans l'autre conférence. Donc s'il y a des questions là-dessus, je vous enverrai le lien. On remettra le lien. Voilà. Alors il y a des questions. As-tu une astuce lors des semis en pleine, quoi, pour que certains oiseaux ne viennent pas trifouiller dans le paillage et par conséquent recouvrir les semis? Ouais, en fait, les semis, il faut les faire juste avant une pluie. Et dans ce cas-là, tes semis, ben, ils vont germer tout de suite. Et une fois qu'ils sont germés, les oiseaux viennent plus le chercher. Donc ça veut dire que tu oublies ces histoires de calendrier lunaire, hein, dans ce cas-là. Mais franchement, moi, les calendriers lunaires, j'ai jamais fait en fonction. Notamment parce que quand tu fais une nouvelle zone de permaculture, tu fais tellement une perturbation importante, mais perturbation au sens important, hein, c'est-à-dire au sens positif, c'est-à-dire que tu fais une perturbation qui amène de la fertilité. Et que du coup, ben, le calendrier lunaire, il va avoir très peu d'importance. C'est quand même quelque chose de subtil, hein. Et voilà, enfin, je pense qu'il y a d'autres manières, bah, mettre un chat.
Le chat, normalement, il va faire fuir les oiseaux, mais bon, c'est tellement efficace, là, pour le coup, le chat contre les oiseaux, que c'est un gros problème. C'est l'ennemi numéro 1 de la LPO. La LPO, c'est la Ligue de protection des oiseaux, et les chats, c'est quand même l'ennemi numéro 1 de la LPO. Donc ça fonctionne très bien. Sinon, il peut y avoir du bruit, des CD dans les branches. Alors, je sais pas si ça fonctionne vraiment cette idée-là, mais l'idée c'est de mettre un truc qui va bouger avec le vent et qui va faire des rayons lumineux un peu partout. Donc tu peux faire pareil avec des bouts d'aluminium aussi, mais sinon des CD. Et donc ça va bouger et donc ça va faire peur aux oiseaux normalement. Voilà, sauf que si les oiseaux que tu essayes d'avoir, ce sont des pies ou des corneilles ou des corbeaux, ces oiseaux-là sont très intelligents. Et en fait, n'importe quel piège va marcher une seule fois et après plus quoi. Donc, si c'est ceux-là, les oiseaux qui t'emmerdent, t'as plus qu'une façon de ne pas te faire bouffer tes semis, c'est de les semer juste avant une pluie, ou alors de les enterrer un peu plus profondément. Tu remets de la terre au lieu de passer juste un coup de râteau après tes semis. Eh ben, tu vas les, tu vas remettre de la terre, 1 centimètre de terre au-dessus de tes semis. Ce qui peut être très long à faire si c'est une grande surface, mais si tu as une petite surface, ça se fait très largement. Y a-t-il des plantes sauvages que les limaces et escargots aiment bien? Ben, un peu toutes les plantes, mais c'est surtout que non, en fait, les limaces et les escargots, ce qu'ils aiment bien bouffer, c'est du champignon. Donc, on en a parlé la dernière fois, mais je vais le redire là maintenant. La meilleure façon de gérer les limaces et les escargots, c'est de leur donner à bouffer, véritablement, ce qu'ils aiment vraiment. Donc, c'est-à-dire que tes épluchures, au lieu de les mettre dans le compost, tu vas les mettre sous la paille. Ça va se décomposer et les limaces et les escargots vont se goinfrer de ça. Et du coup, voilà. Ils vont manger, les limaces et escargots vont manger la pourriture, donc les épluchures qui se décomposent, au lieu de bouffer tes plants. C'est pas leur nourriture normale, les plants. Donc, s'ils mangent tes plants, les limaces et escargots, c'est qu'il y a un déséquilibre dans ton truc, c'est qu'il n'y a pas assez à bouffer pour eux. Voilà. Sinon, il y a le phosphate ferrique, donc il faut faire gaffe quand tu vas en jardinerie. Ils te vendent pas mal de trucs contre les limaces et il n'y en a qu'un seul qui est non toxique, c'est le phosphate ferrique. Donc retiens phosphate, P et fer, le fer, voilà, tout le monde connaît le fer. Et donc si tu trouves quelque chose qui correspond à phosphate ferrique, tu peux l'acheter. Sinon, les autres trucs contre les limaces, c'est les escargots vendus en jardinerie, ça peut être toxique pour le reste de la chaîne alimentaire, hein, voilà. J'ai pu remarquer qu'en semant des radis entre les laitues, les limaces ont préféré manger les feuilles de radis plutôt que celles des laitues. Ok, bah pourquoi pas, je savais pas, mais bon voilà, du coup tu as une réponse, hein, enfin même deux, pour l'histoire des limaces, de les nourrir avec tes épluchures et éventuellement, si on a vraiment trop, de mettre du slux. Le slux, c'est le produit professionnel du phosphate ferrique, quoi. C'est le seul produit qui est utilisé en permaculture. Et le frelon asiatique, on peut faire quoi contre? Mettre des poules. Le frelon asiatique, si c'est contre l'apiculture, par exemple, euh, il fait des vols stationnaires. Et la poule, elle vient de bouffer, en fait. Voilà. Et sinon, pour le frelon asiatique, toujours si c'est des abeilles, il a tendance à rentrer dans la ruche. Et donc, dans ce cas-là, c'est le festin pour lui. Et il y a un breton qui a fait un filtre où, en fait, il n'y a que les abeilles qui peuvent passer. Le frelon se retrouve dans une cage. Et au bout d'un moment, comme il ne bouffe pas, il meurt. Voilà. Et sinon, si tu connais le nid du frelon, il faut appeler les pompiers pour qu'ils le retirent, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre contre les frelons asiatiques? Je crois qu'il y avait d'autres astuces, mais je sais plus. Bah, sinon, c'est appeler les pompiers, hein, ou des gens spécialisés là-dedans. Et si c'est pas pour les abeilles, eh ben, précise-le en commentaire parce que j'ai pas, je vois pas comment il pourrait poser problème le frelon asiatique, à part si tu as des ruches. Mais sinon, tous les frelons bouffent des abeilles, hein, y compris les frelons européens. Et du coup,
c'est pas forcément un problème. Le problème des abeilles, c'est aussi les champs électromagnétiques. Donc oui, le problème des abeilles, c'est les pesticides, on le sait. Il suffit d'une pulvérisation trop proche des ruches et puis ta ruche, elle disparaît, quoi. Mais le problème des abeilles, c'est aussi qu'elles reviennent pas à la ruche. Donc c'est qu'elles se perdent. Donc c'est la 4G, peut-être la 5G aussi, j'en sais rien, mais au moins la 4G, la 3G et tous les champs électromagnétiques qui peuvent les désorienter. Voilà, alors je sais plus où j'en suis dans mes diapos. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir continuer. Alors, j'avais déjà parlé des micro-organismes efficaces la dernière fois. Si vous voulez que j'en reparle, vous me le dites en commentaire là. Mais sinon, voilà, j'ai déjà dit. Et puis, je vais vous mettre aussi dans Ecume le lien pour la conférence que j'ai faite. Elle dure 1 heure et demie là-dessus sur les micro-organismes efficaces parce qu'il y a beaucoup à dire, hein. C'est un truc qui sert comme probiotique pour l'être humain. Donc, on peut en boire des probiotiques comme ça. Des micro-organismes efficaces. Et puis, ça peut servir aussi pour le sol, en curatif ou en prévention contre les maladies. Voilà. Et si vous faites là maintenant une zone de culture, ça me paraît indispensable de mettre des micro-organismes. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait une zone de culture, on les fait en hiver. Et du coup, ben, les maladies sont gérées par le gel et par le fait que bah, ça va se mélanger et qu'il va y avoir un mélange et donc une gestion en fait des parasites et des maladies. Et, et du coup, je sais plus de quoi je parlais, je lisais les messages et du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, les micro-organismes. Et du coup, une des façons et donc la meilleure façon de gérer les maladies cryptogamiques, donc des champignons, c'est de rajouter des micro-organismes dans le sol et sur les feuilles des arbres. Ça veut dire que du coup, c'est toujours cette loi des niches écologiques, hein. C'est qu'il y a une niche écologique. Si vous choisissez les micro-organismes qui vont dessus, bah, les autres, les micro-organismes pathogènes, ben, ils pourront pas venir, ou beaucoup moins. Et donc, c'est le principe des micro-organismes, c'est d'être dans le milieu. Il va y avoir d'autres actions des micro-organismes, c'est-à-dire qu'ils vont être antioxydants et ils vont aussi permettre à ce que la plupart des micro-organismes du sol vont régénérer le sol au lieu de le désagréger, de le dégénérer. Et donc ça, j'explique ça de façon plus précise dans une conférence d'1 heure et demie dont je mettrai le lien tout à l'heure en commentaire. Donc apparemment, tout le monde est de la vague, c'est très bien. Piège avec de la bière, donc pour les frelons, je suppose, piège avec de la bière brune, sirop de cassis et vin blanc à mettre en place en avril-mai. Ok, je suis pas sûr. Alors du coup, tu précises que le vin blanc repousse les abeilles pour pas les tuer. Avril-mai, c'est le moment où les reines cherchent un endroit pour leur nid. Ok, bah du coup, ça me paraît intelligent. Par contre, effectivement, c'est un peu le problème des pièges comme ça. Par exemple, il y a des pièges à guêpes avec de l'eau sucrée et dans une bouteille, hein, tu coupes le haut d'une bouteille, tu l'inverses et tu mets au fond de ta bouteille de l'eau sucrée. Ça va faire venir les guêpes. Mais le problème, c'est que ça fait venir aussi les abeilles, et notamment les abeilles solitaires, les plus utiles au jardin et les plus fragiles en fait. Euh, et donc, bon voilà, si tu arrives à faire en sorte qu'il n'y ait que les frelons asiatiques et pas les frelons européens, par exemple, dans le piège, eh ben, c'est top, si ça repousse les abeilles. Donc, je redis la recette pour ceux qui sont en replay et qui n'auront pas du coup la discussion. Pour les... Donc, du coup, je ne sais pas si ça fonctionne, hein, mais bon, c'est une idée dans le chat. Contre les frelons asiatiques, on peut faire un piège avec de la bière brune, du sirop de cassis et du vin blanc à mettre en place en avril-mai parce que c'est en avril-mai que les reines cherchent leur nid, un endroit pour faire leur nid. Ok, et ben du coup, donc pour Herman, ce qu'il dit, je viens de récupérer une parcelle pour cultiver et qui a défriché, bah autant ne pas défricher, enfin ne pas retourner le sol en tout cas, et du coup de mettre par exemple une bâche tissée euh, qui va pouvoir faire en sorte que l'herbe en dessous va mourir, mais que ton sol va rester humide, vivant et fertile.
contrairement à une bâche non tissée ou à du carton. Voilà, j'ai une recette. Ah, c'est l'alcool qui repousse les abeilles, ok, peut-être, hein. Bière, crème de cassis, ça fait un peu apéro quand même, hein. Vous avez pas confondu là? Ah, les frelons européens se font piéger quand même. Bon, de toute façon, rien que de les distinguer à l'œil, bon voilà. Alors, Déborah qui dit: «J'ai pas bien compris pourquoi il fallait un bout de terrain sans rien dessus». Pour avoir une biodiversité que tu peux pas avoir dans ton potager. Et si tu as une biodiversité dans cet espace-là, tu vas par exemple faire venir les parasites secondaires. Et du coup, les parasites secondaires, et ben, ils vont te permettre de gérer dans ta zone cultivée, les parasites. Ouais, en gros, c'est ça la zone, dans laquelle tu fais rien, c'est pour, laisser faire, vous savez, cette histoire de d'hôtel à insectes, c'est mignon, c'est pédagogique, mais en vrai, ça met pas énormément d'insectes. Par contre, le fait de laisser une zone sauvage, ça permet à ce que, les insectes qui ont évolué en même temps que les plantes pendant des millions d'années, bah, ils vont pouvoir trouver leur habitat là-dedans. Alors que si toi, tu viens avec avec ta débroussailleuse ou ta tondeuse pour, tondre, et ben, ça veut dire que les insectes vont pas retrouver de quoi, de quoi se loger, de quoi se nourrir. Et d'ailleurs, c'est quelque chose à faire, généralement, les permaculteurs, ils parlent d'une seule zone sauvage. En réalité, ta zone sauvage, tu peux la faire en plein d'endroits, en multiples, et c'est même mieux comme ça. Et notamment, si vous avez une pelouse, ben, vous réservez un carré, qui va être pas tondu. Vous allez voir que ça va fourmiller là-dedans, il va y avoir, pas mal de fleurs aussi, hem et ça peut être très, très intéressant de laisser, je sais pas, quelques petits carrés dans votre pelouse, qui vont être non tondus et de garder les chemins bien sûr, mais de faire en sorte qu'il y ait une partie non tondue. Ça va faire venir plein d'insectes à l'intérieur, vous allez voir, c'est, assez impressionnant, ça peut être impressionnant la biodiversité qui est cachée là-dedans. Voilà, ou par exemple, vous pouvez faire une haie multiple aussi. La plupart des gens, ils veulent une haie assez, monospécifique, ils trouvent ça joli. Bon, moi, je trouve pas ça beau, mais chacun a ses goûts. Et en fait, si vous avez une haie monospécifique, donc c'est-à-dire avec une seule espèce, vous pouvez retirer, je sais pas, la moitié, un tiers ou même les 2 tiers, les 3/4 de votre haie et faire pousser autre chose à la place et faire pousser plein d'autres espèces et par exemple, vous allez pouvoir mettre aussi des fruitiers dans votre haie. C'est pas interdit du tout, c'est même, plutôt bien. Et du coup, en rajouter des espèces, caduques, des espèces, qui vont garder leurs feuilles, pourquoi pas? Voilà, il peut y avoir, plein de solutions. Alors pour une bâche tissée, je dois attendre combien de temps avant de pouvoir planter quelque chose? Franchement, j'en sais rien. Ça va au moins 3 semaines, ça c'est sûr et puis, en fait, tu peux avoir un coup de bol, c'est-à-dire que ta bâche tissée, elle est en général sombre. C'est les bâches d'ailleurs, il y en a à Lidl en ce moment, hein, profitez-en. Les bâches, tissées, c'est plutôt sombre et donc il va y avoir un effet solarisation. Que tu peux amplifier, en rajoutant une bâche noire dessus, si tu as envie et du coup, cet effet solarisation va faire en sorte que l'herbe qu'il y a en dessous va mourir plus facilement par, choc thermique, enfin choc thermique, par, température élevée. C'est thermique, mais c'est pas un choc donc c'est pas vraiment un choc thermique et du coup, ben, là, peut-être en une semaine, enfin non, c'est pas vrai, en une semaine, tu auras pas, mais au moins 2 3 semaines, tu vas pouvoir faire quelque chose. Sinon, normalement, une bâche comme ça, il faut la laisser, au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois. Pour avoir de la fertilité en dessous. Sinon, il y a autre chose à faire, c'est que, tu mets la bâche peut-être et puis au moment où tu la retires et ben, tu mets 20 centimètres de paille. Du coup, tu auras, l'effet de la paille, de la bâche pendant, un petit moment, pendant quelques semaines et après tu auras l'effet de la paille et la paille, elle va faire la même chose, c'est-à-dire qu'elle va faire en sorte que l'herbe qui est en dessous se décompose, que l'herbe va mourir et toi, tu vas pouvoir planter là-dedans. Dans dans ce qui a commencé à se décomposer. Parce que là, mettre une bâche tissée maintenant, c'est bien, mais on commence à être, on n'est pas loin du mois de mai là, bah, c'est demain le mois de mai? Non, dans 2 jours. Ben, ça commence à être tard quand même, hein.
Les seins de glace, c'est dans 2 semaines, ça veut dire que normalement on plante dans 2 semaines. Donc tu peux planter plus tard, tu peux planter au mois de juin, il y a pas de problème. Mais, tu commences à perdre du temps, en fait et pourquoi pas, hein, c'est pas forcément très gênant mais du coup, voilà. Il y a pas mal de racines de ronces, ça va aussi marcher. L'avantage de la bâche tissée, c'est que du coup, ça va étouffer aussi le chien-dent, le liseron, et le chardon. Parce que notamment, ça laisse, la meilleure façon de lutter contre ces 3 espèces-là, c'est de faire en sorte que ton sol soit meuble et vivant. Et donc la bâche tissée rend ce sol meuble et vivant et donc, avant de mettre ta bâche tissée, tu peux mettre aussi de la paille, ou du broyat pour que le sol soit encore plus vivant et riche. Mais par contre, les ronces, effectivement, elles arrivent, c'est le seul truc qui arrive à passer à travers la bâche tissée, que j'ai vu en tout cas, qui arrivait à passer à travers. Alors que le chien-dent, eh ben, bizarrement, il y a pas l'air. Ça passe, des quantités de broyat et de paille, assez impressionnant le chien-dent, mais ça a pas l'air de passer à travers la bâche tissée. Pourquoi pas? Alors, effectivement, donc, il y a une réflexion. Effectivement, sur mon terrain, j'ai 3 ou 4 zones sauvages et pour la tonte de pelouse, je commençais par le centre du terrain en finissant par l'extérieur. Comme ça, les insectes se retrouvent pas coincés au centre. Ouais, il y a une autre méthode, c'est de faire ça avant une pluie, comme ça les insectes, ils vont se cacher de toute façon et après, l'histoire des zones sauvages, c'est que ce sont des zones que tu vas ré laisser sauvages, pas juste, tondre plus tard, c'est jamais tondre et voilà et du coup, effectivement, j'avais pas entendu cette histoire de commencer par l'intérieur, mais c'est assez logique et voilà, c'est une bonne idée. Voilà. Je voulais parler d'un truc, j'ai toujours pas fait, alors s'il y a pas d'autres questions en tout cas, hem, c'est bon. Hem, écran, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? N'ayez pas peur, c'est facile à comprendre. Pour comprendre le sol, on te parle sans arrêt du pH. Donc qu'est-ce que c'est le pH? Petit rappel, c'est le potentiel H+. Et H+, c'est le proton. H, c'est pour hydrogène et en fait, l'hydrogène, il a normalement un proton, un électron. Mais le H+, on lui a retiré l'électron, donc en fait, le H+, c'est le proton, quoi. Donc quand on te parle de pH, en fait, on te parle de la concentration en protons qui sont libres, de protons qui peuvent, voyager. Donc c'est ça l'acidité ou l'alcalinité, c'est-à-dire la basicité, ça n'existe pas comme mot, mais bon, le fait que ce soit basique, donc l'inverse d'acide, on parle de potentiel H+, de pH. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour le sol, mais la plupart des interactions chimiques ne sont pas des réactions acido-basiques, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Et donc l'oxydoréduction, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le nombre d'électrons libres. Donc le pH, dans le pH, on te parle de la particule positive, le H+. Dans le potentiel d'oxydoréduction, on peut parler de redox, potentiel d'oxydoréduction, redox. Donc pour le redox, du coup, on va parler de la charge négative. Et c'est beaucoup plus important pour le vivant parce que la plupart des réactions chimiques dans le vivant, ce sont des réactions d'oxydoréduction. D'ailleurs, ce qui se passe dans votre moteur, par exemple, l'essence qui se transforme en chaleur pour faire de l'énergie mécanique, c'est une réaction d'oxydoréduction. La transformation du sucre ou de toutes les molécules, par exemple les protéines ou les lipides en énergie pour fabriquer, je sais pas, du mouvement par exemple ou de la chaleur,
ce sont des réactions d'oxydoréduction. Et donc, c'est quelque chose d'indispensable pour comprendre le vivant, l'oxydoréduction. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Je vais vous donner la réponse après. Toujours est-il que du coup, pH et oxydoréduction, quand on les met ensemble, ça permet d'être très précis. Ça permet de pouvoir comprendre les choses d'une manière assez surprenante. Par exemple, là, sur ce truc-là, on te parle de pH, c'est pas vraiment le potentiel d'oxydoréduction, mais c'est pas grave. En bas, là, à l'horizontale, en abscisse, on a le pH, donc entre 0 et 14. Et donc le 7, c'est le neutre, voilà. À gauche, en ordonnée, là, en verticale, on a le potentiel d'oxydoréduction. Et ce qu'on remarque, là, dans ce truc, c'est qu'on peut mettre la plupart du vivant, on peut ranger la plupart du vivant en fonction des conditions de pH et de redox. Et donc, ce qui est favorable aux plantes et aux humains, c'est le petit rond vert qui est au milieu. C'est marqué conditions favorables, je vous le dis parce que je le sais, mais en vrai, j'arrive pas à dire, c'est pas très bon. Et donc ça, ce sont les conditions favorables. Donc, la plupart des engrais et des produits qu'on va nous vendre, qui vont te vendre en jardinerie, ce sont des produits acides oxydés. Donc, acide oxydé, c'est où? C'est vers la gauche et en haut. Donc, par exemple, les engrais azotés, ça va être acide oxydé. Et bizarrement, les gens qui mettent des engrais azotés, bah, ils vont avoir des maladies après. C'est bizarre, hein? Ils vont avoir quoi comme maladie? Des maladies fongiques et des insectes. Et c'est marrant, hein, c'est ce qu'on retrouve dans les trucs d'acide oxydé. Donc en fait, les gens qui te vendent un engrais acide oxydé, bah, ils savent très bien que par la suite, tu vas être obligé d'acheter leurs produits contre les maladies des champignons et des insectes. C'est fait exprès. Du coup, tout ça pour dire que les conditions favorables, c'est voilà, pH 7 à peu près, et que en fait, cette histoire d'oxydoréduction et de pH, quand tu comprends comment ça marche, tu as pratiquement plus besoin des produits qu'on te vend dans les supermarchés ou qu'on vend aux agriculteurs. Parce que du coup, ça veut dire que tu comprends pourquoi il y a des parasites, pourquoi il y a des maladies, et que tu as les moyens de faire autrement. En agroforesterie, par exemple, ils ne vont pas ramener de paillage. Par contre, ils vont faire la technique des engrais verts, c'est-à-dire qu'ils font pousser une plante qu'ils vont laisser sur place ensuite. Et donc ça forme comme un paillage naturel en fait. Et donc, ça va être quoi l'effet de ce paillage? Bah, ça va être réducteur, c'est-à-dire que ça va être antioxydant. Et donc, ça va ramener le milieu qui pourrait être oxydé, ça va le faire redescendre dans les conditions favorables. Et comme le pH et le redox c'est lié dans le sol, et ben, en fait, le pH, c'est pareil, ça va le ramener aussi dans un pH neutre s'il est acide. Voilà, voilà. Donc tout ça pour parler aussi du redox et puis de son importance dans le vivant et notamment aussi dans les carences. Là, ce qu'on remarque, c'est que dans l'acide oxydé, il y a aussi carence en phosphore, P carence. Donc ça veut dire que les carences, elles apparaissent en fonction du pH et du redox. C'est pas forcément vrai, c'est pas tout le temps vrai. Il y a vraiment des sols qui sont pauvres en phosphate ou en azote, hein. Mais la plupart des carences, elles sont provoquées par le fait que les conditions ne sont pas les bonnes dans le sol et du coup, les réactions chimiques font que le phosphore, il est là, mais il n'est pas sous la bonne forme. Et donc, les micro-organismes, par exemple efficaces ou d'autres, ce qu'ils vont faire, des fois, c'est qu'ils vont solubiliser le phosphore pour le rendre disponible aux plantes. C'est pour ça que maintenant on a des engrais 0,00. Il n'y a pas de 0,00, c'est pour le NPK, donc l'azote, le phosphore et le potassium. Il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potassium. Et pourtant, ce sont des engrais très efficaces et qui agissent sur le long terme. Pourquoi? Parce que ce sont des micro-organismes qui vont agir, qui vont solubiliser l'azote, le phosphore et le potassium, entre autres, pour qu'ils soient disponibles pour les plantes. Voilà, en sachant qu'on nous vend des engrais NPK, là, azote, phosphore, potassium, et puis en vrai, ce dont ont besoin les plantes, c'est 28 éléments, hein, un peu comme nous, hein. On a besoin de plein de trucs en fait dans le corps. Et donc c'est un peu une arnaque de nous dire que tes plantes vont aller mieux si tu leur mets de l'azote, du phosphore et du potassium. C'est pas vrai, c'est juste un mensonge. Tes plantes ont besoin de 28 éléments et le meilleur moyen de faire en sorte qu'elles puissent se nourrir correctement,
c'est de refaire le milieu pour lequel elles ont évolué pendant des millions d'années. Et donc, du coup, de faire de la permaculture, c'est-à-dire de faire du sol permanent, en permanence, couvert. Donc la version professionnelle de la permaculture, ça va être, l'agriculture de conservation des sols, éventuellement biologique et ça va être, en maraîchage, ça va être le maraîchage sur sol vivant. Parce que parler de permaculture, ça fait jardin, parler d'agroécologie, ça fait, pierre Rabhi, bretelles et petits bouquins et du coup, quand tu es un professionnel, tu as juste envie d'avoir du bénéfice et de survivre dans ton activité, ce qui est compréhensible et du coup, on va pas parler de permaculture ni d'agroécologie, on va parler, de maraîchage sur sol vivant et d'agriculture de conservation des sols. Voilà, voilà. Donc je voulais vous parler de cette histoire de potentiel d'oxydoréduction parce que c'est, extrêmement important et c'est vraiment très intéressant pour comprendre ce qui se passe dans votre sol, en fait. Voilà et notamment au niveau des micro-organismes qui vont avoir une action antioxydante et pareil pour le paillage, c'est une action antioxydante aussi. Il y a quelqu'un qui voulait parler? Alexandra? Tu peux, hein? Et si zut. Oh, ah, c'est relou. Il se bloque. Par contre, si tu as pas de questions, Alexandra, je vais couper ton micro Oui, je veux bien. pour éviter que ça gêne les autres. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'avais prévu d'autre? Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous parler d'un autre truc dont j'aurais dû parler la dernière fois. C'est au moment de faire ouais, des buts de permaculture. En fait, là, si on veut faire des buts en hauteur, dans le sud, c'est pas très approprié de faire des buts en hauteur parce que ça assèche. Du coup, l'une des solutions qu'on a pour éviter l'assèchement, c'est de faire des planches. Par exemple, là, c'est ce qui a été fait ici. Regardez comme ça. C'est, de faire en sorte qu'il y ait des planches, pour retenir la terre, en fait et retenir aussi l'eau, l'humidité, la fertilité et les micro-organismes, que les micro-organismes puissent être à l'abri de la lumière, voilà. Tout ça, tout ça. Pour recréer un mouvement, un milieu à peu près naturel. Et le problème des planches et du bois, c'est que, du coup, ça se décompose assez vite dans le temps. Et donc pour ça, il y a 2 solutions. Soit vous mettez du plastique entre la planche et la terre et dans ce cas-là, vos planches sont protégées et elles vont durer plus longtemps. Mais il y a une autre solution, c'est ça, en fait, c'est que là, les planches, je sais pas si vous voyez, mais elles sont noires complètement et c'est parce qu'elles ont été cramées et alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça, c'est un gros chalumeau de potier et du coup, là, il est en train de cramer un piquet. Donc le piquet, il l'a mis sur une planche, du coup, la planche, elle est en même temps cramée. Mais c'est ça l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une couche de carbone déjà cramée. Ce qui fait que quand que la planche, elle est protégée par cette couche de carbone qui est une manière d'ignifuger la planche. C'est aussi anti-feu, hein, le carbone, comme ça, une fois que la planche a cramé en surface, elle ne peut plus rebrûler par la suite et ça va la rendre beaucoup plus résistante dans le temps à l'humidité. Voilà, donc ça, j'aurais dû en parler la dernière fois, mais bon, voilà, du coup, j'en parle là. Voilà, donc pour moi, c'est terminé. Éventuellement, on peut reprendre les mêmes exemples que la fois dernière, mais je vois pas trop l'intérêt. Parce que de toute façon, ça va être, dans Ecume aussi, enfin, ça va être en lien, je vais vous remettre le lien et voilà, donc s'il y a pas d'autres questions, c'est bon pour moi. On est quand même à pas loin de 2 heures.
Vous pouvez ouvrir votre micro hein, si vous avez des questions ou mettre dans la discussion. C'est pas toi qui avais plus de son, c'était moi. Et en plus, je parlais et en fait, j'avais coupé mon micro. Donc forcément, ça marche moins bien. Euh, Ah, c'est mieux comme ça. Hein. Bah oui, je parlais pour rien. Euh, Du coup, oui, alors j'étais en train de te répondre de cultiver dans une forêt. Alors, l'idée qu'il n'y a rien qui pousse sous les pins, moi j'ai observé exactement le contraire. C'est-à-dire que quand je fais de la reforestation, bah, ça pousse bien mieux quand il y a des pins au-dessus que s'il n'y a rien. Voire c'est indispensable. Si je veux ne pas avoir arrosé et qu'il n'y a pas de pin, je laisse tomber, je cherche même pas. C'est impossible. Par contre, s'il y a des pins au-dessus, je peux espérer que ça puisse pousser sans arroser, sans être arrosé. En semis en tout cas, en plantation, laisse tomber, mais en semis, tu peux espérer ne pas avoir à arroser s'il y a de l'ombre suffisamment. Et après, le problème, c'est que par exemple, les chênes ne laissent pas assez de lumière, ne laissent pas passer assez de lumière pour que les plantes en dessous puissent se développer. Et du coup, ben, sous les chênes, je sais que ça sert à rien d'essayer de cultiver quelque chose. Donc, ce que tu peux, c'est essayer sous les chênes blancs, donc qui perdent leurs feuilles en hiver, de semer quelque chose et puis mais de faire un potager d'hiver du coup. Mais un potager d'été sous les chênes verts, j'ai pas tenté, mais je pense pas que ça puisse fonctionner. Sous les hêtres, je sais que ça fonctionnera pas. Il y a 3% de lumière qui passe en dessous du hêtre. Et sous le chêne vert, je sais que ça marche pas. Et sous les pins, ça peut peut-être fonctionner. Bah, par exemple, les fraises, hein, normalement, sont faites pour pousser là-dessous, hein, sur un terrain plutôt acide, sous des pins, dans des aiguilles. Enfin, les fraises, normalement, elles sont faites pour. Elles ont été sélectionnées depuis, donc peut-être que ça marchera moins bien qu'à l'origine. Au pire, tu mets des fraises des bois, ça va fonctionner, mais les fraises normales, il y a pas mal de chances que ça fonctionne. Et, euh, et voilà, du coup, il faut tester. Ce qui va se passer de toute façon quand tu seras sous les feuilles, à l'ombre comme ça, dans la forêt, c'est que de toute façon, à l'ombre, il y aura moins de photosynthèse et donc moins de fruits. Et donc, l'ombre comme ça, par exemple, au nord de la maison, ce qui est intelligent de faire, ce sont des légumes-feuilles. Pourquoi? Parce que s'il fait trop chaud, les légumes-feuilles, ils vont partir en graines et donc toi, c'est pas le but, hein. Ce que tu veux, c'est les feuilles. Et donc, c'est quelque chose à faire attention, c'est que quand tu fais tes plantations, l'endroit qui va être un peu plus à l'ombre, donc un peu plus au nord, c'est là où tu vas mettre les légumes-feuilles.
et du coup, tu vas mettre au soleil les trucs qui sont plutôt, fruits, qui vont plutôt produire des fruits. Voilà, du coup, là, l'histoire de faire un truc en forêt, pourquoi pas, mais les tomates et courges, hein, j'avais testé, mais sans arrosage, donc le problème, c'était l'eau et si tu veux bien arroser un petit bout de temps, quelquefois, chose que j'ai pas faite moi, je voulais faire des tests et ben, tu peux espérer qu'il se passe quelque chose, mais par contre, en sachant que tu auras moins de photosynthèse sous les arbres et donc moins de fruits et donc vaut mieux faire des feuilles. Voilà, je sais pas si tu as vu que Hermance a dit qu'elle avait un terrain défriché et à cultiver. Bah oui, je lui ai répondu en parlant de la bâche tissée. L'utilité des hôtels à insectes, ben, c'est pédagogique. Effectivement, ça va ramener un peu d'insectes, mais si tu laisses, je sais pas, 1 m² de pelouse, sans rien faire, sans jamais y toucher, ça va être, bien plus efficace pour faire venir la biodiversité que l'hôtel à insectes. De toute façon, tu peux le voir, hein, si tu laisses 1 m², teste avec 1 m² de pelouse comme ça, pour lequel tu fais rien, tu vas voir qu'il va y avoir énormément de biodiversité et regarde ce qui se passe dans les hôtels à insectes, tu vois rarement, tu sais pas une ruche, quoi. Tu vois rarement des trucs dedans, en fait. Donc c'est mignon et puis, c'est pédagogique, mais en réalité, pour la biodiversité, ça sert pas à grand chose. C'est pas très efficace, en fait. Ça peut servir, mais c'est pas efficace. Voilà. Mmh. Exactement. Bon, bah, voilà, je crois que c'est bon. Voilà, et éventuellement, j'avais parlé je crois qu'il y a des exemples que j'avais pas donnés la fois dernière. C'était quoi? Ouais, non, si, c'est bon, j'en avais parlé. Machin, ah ouais, si, c'est bon. Et ben, pour moi, c'est bon. Il y avait pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Et éventuellement, s'il y a des timides, je pourrais arrêter l'enregistrement et du coup, vous allez pouvoir poser des questions plus précises. C'est possible aussi.